Bonjour, bienvenue dans cette présentation. L'objectif est de démontrer les capacités de Click Replicate et de voir comment les données mises à jour en temps réel peuvent être interprétées directement par ClickSense en utilisant les nouvelles fonctions de la version de février 2021. Je m'appelle Pascal Thureau, je suis responsable de la partie avant-vente chez Isineo, donc c'est moi qui vais vous faire cette présentation. Pour un mot rapide sur Click et Isineo, Click, comme vous le savez probablement, puisque vous assistez à cette présentation, a une offre scindée entre la QDI, l'intégration de données, et QDI, l'analyse de données. Et dans la présentation qu'on va voir ici, on a une combinaison des deux, puisqu'on va faire à la fois du change data capture depuis des bases pour aller les analyser directement, après en near real time vers ClickSense. Alors Click, c'est 55 000 clients, 110 pays, à nouveau dans le leader dans le Gartner Quadrant de 2021 pour la 11e année consécutive. Nous sommes Isineo, un partenaire particulier dans le sens où nous n'avons comme activité que l'intégration des solutions Click, et ce maintenant depuis 10 ans, et nous sommes Elite depuis 10 ans d'ailleurs, avec environ 12 000 clients, dont 12 000 utilisateurs pour 250 clients à peu près sur Click. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est vraiment ça qui nous intéresse, bien entendu. C'est l'idée de la démonstration, ça va être de partir de données qui sont stockées sur SQL Server. Mais elles pourraient être stockées sur un grand type de base de données, ou de type de données même. Comme vous le savez, on va utiliser pour ça Click Replicate, et Click Replicate est capable de se sourcer sur un nombre de données de sources extrêmement important. Et on va voir bien sûr quels sont les atouts, pourquoi Click Replicate pour faire cette réplication de données. On va stocker la donnée en cloud sur des bases Snowflake et exploiter directement la data dans ClickSense en utilisant des nouvelles fonctions qui sont permises par le partial reload maintenant, depuis la version de février 2021, comme je le dis en introduction. Voilà un peu le schéma de ce que je vais vous présenter. Alors d'abord un petit rappel sur ce que sont les chargements dits incrémentaux classiques. Le principe, c'est que quand on va vouloir faire un chargement incrémental, on va devoir faire d'abord une requête sur la base, et donc exécuter en fait un select en mettant des filtres qui vont nécessiter évidemment un temps de réponse et un temps de chargement depuis la base source, qui peut être plus ou moins long, voire très long sur certaines bases, et puis qui vont solliciter les ressources en amont. Ensuite, on va devoir concaténer en prenant dans un QVD tous les champs dont la clé, donc il faut une clé bien sûr, existant dans le QVD, n'existe pas dans ce qu'on vient de requêter, c'est-à-dire que c'est véritablement pour la partie append et update le seul moyen de réaliser ces deux opérations. Et ensuite, pour la partie delete, on va devoir faire encore un inner join pour ne sélectionner que les champs qui n'ont pas été deletés en fait, pour être sûr évidemment d'avoir que des champs, donc à la fois avec ces trois parties qui ont été en append, update ou delete. Donc ensuite, on va restocker bien sûr le QVD avec une mise à jour d'une variable pour lui dire voilà quelle est la dernière exécution pour pouvoir faire le reload suivant. Donc évidemment, toute cette procédure, elle a des complications. D'abord, elle est peu performante, même si elle est beaucoup plus performante qu'un rechargement total, évidemment, elle reste pas conçue du tout pour du temps réel. On a vu tout ce qu'il faut faire en fonction des volumes qu'on peut avoir et des sollicitations des sources en amont, c'est pas forcément possible. Il nécessite également la présence d'un champ timestamp, sinon on n'est pas capable de les requêter dans les bases, les derniers enregistrements, depuis la dernière requête. On est obligé de faire des lectures complètes des données, évidemment, à la fois des données sources par la closeware, donc en fonction de l'optimisation des bases, ça peut être plus ou moins rapide, et des QVD également, puisqu'il va falloir comparer avec l'existence à l'intérieur des QVD par une closeware, donc la lecture de la totalité des champs, donc on n'est plus déjà dans un chargement optimisé de QVD, et on est obligé de relire la totalité des données. Donc on consomme, comme je vous le disais, des ressources
bien sûr sur les sources de données, hein, puisque là c'est des clauses de requête qui vont solliciter la capacité des ressources en amont. Un coût d'extraction, donc parce qu'il y a des volumes de transfert, hein, tout dépend évidemment de où on va vers où, mais évidemment il y a des transferts de data. Et puis bien sûr, une complexité de maintenance, comme on l'a vu, il peut y avoir plein de choses qui se produisent qui font que on a des soucis sur un problème de transfert, de transfert qui ne se fait pas, de reprise, etc., etc. Donc qui font qu'il peut y avoir un décalage, des problèmes de synchronisation. Voilà. Donc on n'est pas dans une solution extrêmement optimisée pour ça. Alors, on va proposer maintenant une autre solution avec Click Replicate. C'est là que, bon, pour ceux qui connaissent la solution, je vais quand même, ils vont devoir assister un petit peu à juste une présentation rapide avant qu'on le mette en œuvre dans la démo. Alors, Click Replicate, comme on l'a vu dans le schéma, il va assurer le lien entre la data integration, la data en fait, et data analytics. Donc Click Replicate, ici mis en œuvre, va renvoyer les données, c'est ce qu'on appelle une solution de Change Data Capture, vers ClickSense en l'occurrence, sachant qu'évidemment l'idée ici c'est de montrer ClickSense, mais enfin ça pourrait s'appliquer à n'importe quel type de solution de BI. Bon, il y a une particularité, c'est qu'on va voir ici un petit peu, bien entendu, les capacités de ClickSense pour intégrer ce genre de données, depuis notamment la version de février 2021. Donc, la grosse différence par rapport à la solution d'avant, c'est que Click Replicate, déjà, il n'a pas d'agent, hein, donc il fait une surveillance des logs. Il est capable de surveiller et de faire une réplication en passant des logs sur les inserted, update et deleted. On va le voir sans aucune manipulation, sans aucun code, tout en format graphique. Donc ça, c'est aussi une grosse différence par rapport à un ETL qui n'est pas conçu pour ça et qui, même si certains ETL aujourd'hui ont une solution de Change Data Capture, ils vont être forcément limités par le type de nombre de sources de données, la capacité de la solution à se sourcer vers d'autres sources, et surtout qui va nécessiter du code et des connaissances particulières que là on va le voir ne sont pas nécessaires. Ensuite on a dans ClickSense la possibilité maintenant, on va le voir, d'avoir une relecture directe des tables de changement de Click Replicate juste pour relire l'incrémental et pouvoir mettre à jour directement en mémoire avec un reload qu'on appelle partiel, donc des mises à jour de table en mémoire, et avoir un temps de réponse et des capacités de mise à jour en journée qui vont être extrêmement importantes sans solliciter les bases en amont, donc avec une sollicitation extrêmement faible des bases. Et donc, puisqu'on va avoir une requête qui est extrêmement simple et faible en termes de volumétrie. Voilà, donc l'idée, c'est un peu cette présentation. Donc, la gros avantage par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est ce qu'on va pouvoir, en fonction du paramétrage qu'on a bien sûr, avoir un niveau de performance qui est très très proche du temps réel. On peut avoir des temps de latence extrêmement courts entre les mises à jour des datas en amont sur les systèmes et la réplication. Donc ça veut dire aussi que sur des sources extrêmement lourdes qui sont très complexes à requêter, comme des tables de SAP par exemple, qui peuvent s'avérer extrêmement longues ou qui n'ont pas de timestamp par exemple, et qui nécessitent en fait de faire des chaînages avec d'autres tables pour savoir quels sont les derniers enregistrements. Et par exemple, je pense à des tables comme BSEG ou des tables de compta comme ça qui sont extrêmement lourdes. Là, on va pouvoir avoir du real time. Ça veut dire qu'en gros, lorsqu'on sera dans des périodes, par exemple pour la finance de clôture, on sera capable finalement d'avoir des applications de ClickSense mises à jour pratiquement en temps réel, avec les dernières écritures, avec les derniers changements qui ont été réalisés, et de faire de raccourcir énormément les périodes de clôture. Bon, je parle de SAP, mais c'est évidemment valable pour l'ensemble des autres systèmes. Donc on n'a pas du tout besoin d'un champ de modification time, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les tables comme BSEG par exemple, qui n'en ont pas, ça permet d'avoir une solution qui peut se passer totalement de ce champ. Donc ça nécessite du coup pas du tout de scan complet des tables, puisqu'on n'a plus du tout de mettre des closeware, puisqu'en fait on va être capable de requêter directement les enregistrements à partir des logs. Un chargement minimum donc sur les serveurs sources, hein, donc ça va être extrêmement léger au niveau des serveurs,
avec une diminution du coût, puisqu'il y aura énormément de données en moins à transférer, et une facilité de maintenance, puisque comme on va le voir, on est en mode graphique totalement de début à la fin, et donc du coup on a la capacité pour des personnes qui ne sont pas vraiment spécialistes ou du coup qui prennent le produit que ponctuellement, d'avoir une grande facilité de suivi de maintenance, de mise en œuvre, avec des capacités également de validation des données et une grande facilité en fait dans le suivi et la maintenance. Alors, j'aborde tout de suite cette partie, parce que j'aurais pu la présenter après la démo, mais c'est pour montrer ici, ça a été fait par clic, en fait, ce petit test, où on voit que les méthodes standards sont extrêmement, bon, c'est ici représenté avec la ligne pointillée bleue, et ici en orange, les temps de réponse en secondes par rapport aux deux méthodes. Et on s'aperçoit que quand on est en dessous de 100 000 lignes, bon ok, on reste sur des... Donc on a bien sûr une meilleure performance quand même avec Replicate, mais par contre c'est exponentiel en termes d'écart à partir du moment où on atteint des montants de lignes beaucoup plus importants. Et quand on voit 60 millions de lignes de base, on voit que l'écart est complètement en faveur évidemment de cette méthodologie. Alors il faut savoir également que, bien entendu, il n'y a pas que la partie temps de réponse qui est importante ici, hein. C'est également toute la fiabilité et la maintenance, la maintenabilité, la possibilité aussi de se déployer, faire de la réplication vers un ou X destination, ou de l'échanger aussi facilement en fonction des endroits où on va vouloir que la donnée soit disponible. Donc maintenant, on va passer directement à la partie démonstration de la solution. Bien, donc la première chose que l'on va voir dans cette présentation, c'est d'abord la partie Click Data Integration avec Replicate, pour lequel on va intégrer des données dans Snowflake. Donc c'est la première partie de notre présentation. Donc nous voilà dans l'interface Click Replicate. Donc ici, comme nous en avons parlé, on est dans un environnement entièrement visuel. Donc on a également une grosse différence par rapport à des solutions techniques de type ETL où il y a besoin en fait, d'expertise sur le mode de fonctionnement. Ici, on va le voir, on va partir sur quelque chose d'entièrement visuel et simple à paramétrer et mettre en œuvre. Donc, on va créer une nouvelle tâche, hein, tout simplement à partir de quelque chose d'entièrement neuf. On va faire une tâche qui s'appelle SQL Server to Snowflake. Et on va l'appeler Adventure. C'est le nom de la base de données. Et donc on va faire bien sûr une directionnelle, c'est-à-dire de SQL vers Snowflake. Et ici, on a quelques options. La première, le full load, c'est-à-dire on va faire la première fois un transfert complet de la base. Et on peut actionner le apply changes, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des modifications dans la base en amont, on va avoir une mise à jour automatisée par la surveillance des logs, donc sans installation d'agent sur la base SQL Server, on est sur le serveur. Une réplication des modifications sur les tables qui sont déjà chargées dans la base cible. Donc là, c'est extrêmement important puisque ce mode de fonctionnement, qui est très peu intrusif sur les bases, va entraîner une consommation extrêmement limitée des ressources système en amont. Et par cette méthode, va pouvoir permettre de faire du temps réel ou du quasi-temps réel sur la duplication des données nouvelles qui ont été intégrées dans la base. Alors ça va aller de l'insert, du delete ou du update sur les bases. Donc, ce qui est, par exemple, si on prend des exemples sur les bases SAP, on va se retrouver avec des capacités de duplication de données de production en temps réel sur des capacités d'analyse et de pouvoir en fait travailler sur des données mises à jour. Ce qui est important, si on prend par exemple l'impact sur des tables de type BSEG ou autre, donc comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une possibilité de réplication qui va permettre d'avoir des mises à jour à chaque fois qu'on passe une écriture. Voilà. Donc ici, on va plutôt passer sur la partie Store Changes, c'est-à-dire qu'on va scinder les mises à jour dans la base répliquée pour avoir en fait des fichiers, des tables dans lesquelles les changements sont isolés du full load.
ce qui va permettre de faire des rechargements partiels à chaque fois qu'on a des mises à jour et non pas des rechargements complets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait isoler les mises à jour de la table initiale. On pourra toujours bien sûr relancer un rechargement complet si on veut apurer les tables CT, sa table Change Tracking. Mais dans l'exemple qui nous intéresse, c'est véritablement ce qu'on veut faire. Donc à scinder d'un gros rechargement qui pourrait représenter des dizaines ou des centaines de millions de lignes, de quelques milliers de lignes par exemple par heure ou par jour qui pourraient s'appliquer ici. Donc on va utiliser ce mode de réplication. Donc on va créer notre tâche. Et on va prendre en source, ici vous voyez qu'on a déjà pas mal de sources, DB2, MongoDB, etc. Donc si vous connaissez Replicate, vous connaissez aussi le caractère agnostique de la plateforme qui va permettre de se connecter à de très très nombreuses sources de données et à une réplication dans de très nombreuses destinations, hein. Donc ici on va prendre du SQL Server qu'on va glisser simplement ici et dans ce SQL Server on va vérifier que la database name qu'on veut répliquer est AdventureWorks est bien sélectionnée. Sinon, il suffit de faire un browse ici. On va tester que notre connexion est valide. Très bien. Et on va passer maintenant à la destination. La destination, ça va être Snowflake sur QDI SQL Server. Enfin, bon, c'est le nom qu'on a donné à l'instance. Donc, très bien. Donc, ici, on va vérifier également de la même manière qu'on avait fait tout à l'heure, où ont les données. On voit d'ailleurs que dans la partie stockage, on a choisi le stockage direct Snowflake, mais on aurait pu prendre du S3 directement ici. Donc là, on va être sur des formats qui sont des formats du type CSV, en fait, hein, techniquement, et qui sont totalement gérés par Snowflake dans le cas qui nous intéresse ici. Et on va tester notre connexion. Très bien. Donc on est bien, on va pouvoir maintenant choisir quel type de table on veut sélectionner. On va faire une sélection des tables. On va se contenter ici du schéma Sales de la base AdventureWorks. Et on peut, si on fait search ici, on peut sélectionner toutes les tables qu'on veut une par une, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus de prendre la totalité des tables Sales. Comme ça, si on a des nouvelles qui arrivent, etc., elles seront automatiquement incluses dans la tâche. Donc sans qu'il y ait à se soucier de savoir si la table avait été sélectionnée ou pas, ce qui va permettre en fait un suivi des plus simple des évolutions de la base. Voilà, et si on veut vérifier la liste des tables qui vont être synchronisées, elles sont ici. Très bien. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va sauvegarder d'abord notre nouvelle tâche. Puis on va passer en mode monitoring, puisqu'on va maintenant se retrouver dans la situation où la tâche est terminée et va pouvoir se lancer. Alors on va faire simplement un run. Donc ce qui va se passer ici, c'est quand je vais lancer ça, on va faire la première tâche qu'on a vue tout à l'heure, qui est le full load. Alors maintenant, si je vais voir où ça va aller dans Snowflake ici, donc je me mets ici dans mon environnement sur les worksheets ici, et je vois en fait que j'ai pour l'instant j'ai landing public, et voilà, je n'ai pas aujourd'hui euh, d'autres contextes ici. Donc voilà, je vais remettre dans ce schéma, enfin, les trois schémas qui sont ici. Donc je vais revenir à mon lot ici et maintenant le lancer. Donc il va démarrer la tâche. Dès que la tâche aura démarré, on va pouvoir la laisser tourner bien sûr indéfiniment, plusieurs mois, plusieurs années, enfin, ce qu'on veut. Si elle est interrompue, s'il y a des ruptures de lien avec la base, elle reprendra toujours systématiquement l'endroit où elle s'est arrêtée pour assurer une synchronisation fiable des données. Alors on voit ici en fait qu'il est en train de transférer les données, hein, donc il a terminé ici, voilà, il a terminé, il est à 100%, et on voit que dans la partie droite ici, on est encore dans le transfert, voilà, on a terminé, tout est fini. Si je vais maintenant dans ma base ici, que je rafraîchis mes schémas, je vois que j'ai maintenant mon nouveau schéma Sales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour chaque table d'origine, hein, la liste qu'on a vue tout à l'heure, on a une table CT. Par exemple, sur la table Sales Order Details, on a une table Sales Order Details CT. Alors, si je fais ici une simple preview des datas, bon, bah, j'ai bien sûr mes données qui ont été remontées. Vous avez vu, elles sont absolument aucun code, sans rien saisir en termes de conversion de données. Et ici, la table CT, Sales Order Details CT, qui bien entendu, elle, est vide. Alors, je rappelle, hein, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ici, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la conception de la tâche de réplication? C'est que cette tâche a
quand on a créé la tâche, on a créé du code, qu'on aurait pu visualiser d'ailleurs, côté Snowflake. Et donc ce code a été entièrement réalisé et déployé sur la plateforme Snowflake, et exécuté sur la plateforme Snowflake. Donc la plateforme euh, que Click Replicate n'a absolument rien fait, à part générer le code et le publier. Donc elle s'assure en fait que du lien et de l'exécution des tâches, mais elle les délègue en fait aux destinations et aux plateformes de destination. Voilà, ce qui peut ici est vraiment très important puisque ça va permettre dans un autre avenir de dire bah, cette tâche de réplication ici, je vais mettre du Snowflake, demain je fais du Redshift, ou demain je fais du Synapse Data Lake ou autre chose, hein. Donc c'est pas tout à fait la même destination, mais ça va pouvoir être facilement porté sur d'autres destinations. Ici, on va se passer maintenant sur la plateforme de supervision des changes. Donc, on est tout à zéro. Ici, il n'y a absolument eu aucun change, hein. Donc, pour l'instant, il a fait un full load et il n'y a eu aucun changement sur ma base. Donc, il attend, en fait, simplement qu'il se passe quelque chose. Donc, je vais maintenant aller sur une application qui est sur le ClickSAS, qui est une application de type Snowflake ici, hein, donc, qui est basée sur, on va le voir. Voilà, très bien. Donc, sur cette table ici, on va ouvrir. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu de reload, elle n'a pas été rechargée depuis un moment, donc tout est à zéro. Très bien. Donc, à partir de ce stade-là, je vais aller dans le script, hein. Je vais vous montrer ce qui se passe ici. On a un script qui est composé de deux parties. Une première partie qui prend la table donc full, qui s'appelle Sales Order Detail ici. J'ai pris que deux tables hein, dans mon exemple, ça suffira. Et une deuxième partie qui utilise la nouvelle fonction de clic en termes d'insertion de données et sur laquelle on va revenir un peu plus en détail, hein, c'est-à-dire comment ça marche. Et Merge Only qui en fait ne sera déclenché que sur un reload partiel. Pourquoi? Parce que euh, Only fait que ça veut dire Merge déjà n'est appliqué que s'il y a un rechargement partiel ou full. Donc s'il y a un rechargement partiel, Merge sera forcément exécuté. Mais s'il y a only, ça veut dire que cette partie ne sera exécutée que s'il y a un reload partiel. D'accord? Donc le only fait que ça ne fonctionne qu'avec le partiel. Si je l'enlève, la deuxième partie ici fonctionnera dans tous les cas, qu'on fasse du partiel ou pas. Et quand on fait du partiel, il n'y aura que celle-ci qui s'exécute si je ne mets pas le only ou si je mets le only. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais bon, tous ceux qui connaissent le reload partiel, il n'y a pas de nouveauté hein, ici. Alors, pour l'instant, on va s'intéresser à notre reload. Le reload, cette table étant vide, de toute manière, on l'a vu. Quand je vais lancer un reload, qui soit un reload full, bien sûr, il va simplement me donner les données qui sont ici. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va faire un full reload. Donc là, il va aller scanner les données de Snowflake et nous remonter les valeurs ici directement voilà, dans l'application. Rien de très 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 commun ici, hein, bien sûr, hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de spécifique. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de retourner dans notre plateforme ici c'était et de faire une mise à jour de la base, première mise à jour. Alors je vais vous montrer le code SQL, hein. Donc on est on est sur un serveur qui est distant, qui est d'ailleurs qui n'est pas sur AWS, alors que Replicate ici est stocké sur AWS. Ici on est sur un serveur qui est chez OVH par exemple, un hébergement donc d'une base de données SQL Server. Et on va prendre le premier update qui est ici, c'est-à-dire on va mettre à jour un certain nombre d'orders en augmentant la quantité de 1. Donc voilà, on va faire juste cette exécution, 228 lignes qui ont été affectées. Et on voit tout de suite, vous voyez, dans Replicate, il a immédiatement détecté qu'il y avait eu cette mise à jour et l'impact que ça a eu, hein. Ça a eu un impact sur les headers également, hein. Donc ça c'est lié à des procédures stockées. Et la mise à jour a été faite directement ici. Alors maintenant, si je vais voir dans ma table Snowflake ici, je rappelle qu'il y avait la table CT, si je fais un preview, pardon, euh, order details, euh, c'était ici, et que je fais un preview, si j'y arrive, voilà. On voit que maintenant on a eu ici des mises à jour. Et qu'est-ce qu'on voit ici en fait dans cette table? Eh ben, et on voit qu'il y avait un before image, donc il rappelle la valeur avant la mise à jour. Il voit qu'il met la valeur du update, donc il y a before image, update. Et si on a d'autres types de mises à jour, du delete, etc., on aura la même chose, on aura une transaction avec delete, insert, etc., qui vont se mettre ici dans la table CT. Donc notre table principale, comme vous l'avez vu tout à l'heure, n'est pas impactée, bien sûr, et c'est la table CT qui est impactée. Très bien. Comment ça va se concrétiser pardon, ici au niveau de l'application?
Bien, si je fais un full reload, on a vu qu'on avait mis un merge only. Donc si je fais un full reload, il n'y aura aucun changement ici. Parce qu'il va reprendre la base et il va dire bah, je ne prends pas la base CT, puisque la base CT elle est réservée à un rechargement partiel. Alors pourquoi on fait du rechargement partiel? Je vous rappelle, le rechargement partiel a le très très gros avantage de mettre à jour seulement en mémoire les données qui ont été modifiées. Donc, on a vu, hein, donc, on append delete ou insert. Et du coup, on a une accélération énorme par rapport au temps de mise à jour et la capacité de faire de ce qu'on appelle vraiment du near real time, hein, c'est-à-dire faire des mises à jour fréquentes sur des tables comme ça, puisque on va avoir un impact très 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 limité sur les reloads et sur les temps de réponse après les temps de mise à jour. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, donc, si vous avez déjà pratiqué sur le reload partiel est effectivement très rapide. Donc, si vous mettez sur des tables, par contre, qui font plusieurs centaines de millions de lignes et que vous faites un partial reload, vous aurez quand même des temps de réponse qui vont être relativement plus longs que sur des petites tables, forcément, puisque même si c'est du direct en mémoire, Click, lors d'un chargement partiel, a besoin de faire sa réindexation de table. Donc, si c'est un partial reload sur une donnée d'une centaine de millions de tables et vous rajoutez 10 000 lignes, il peut y avoir, en fonction des serveurs, de la capacité que vous avez de traitement, 20-30 secondes d'attente avant que la mise à jour soit faite. Mais c'est quand même extrêmement rapide par rapport à des volumétries comme celles dont on parle, hein. C'est quelque chose de très très performant. Très bien, donc on va ici lancer notre partial reload avant de revenir sur le script pour voir qu'est-ce qu'il a fait quand j'ai fait partial reload. Voilà, donc là il fait un started, donc ici on va avoir une mise à jour, bien sûr, voilà, des quantités, hein, de son bien, vous avez vu la modification qui a eu lieu. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est d'aller voir comment c'est construit ici dans le chargement de données, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ici avec cette transaction. Alors la première chose que j'ai fait, on sait ici dans le premier paramètre, on a mis le header timestamp, c'est-à-dire on lui met un premier paramètre dans lequel il doit lire le timestamp de la base. Et le gros avantage, vous l'avez vu dans la présentation que je vous ai faite auparavant, dans le header timestamp qui est ici, il est entièrement maintenu, créé par click replicate. Et donc, il n'y a pas du tout de gestion à avoir de ces timestamps. Et le gros avantage, c'est que si vous avez des bases qui n'ont pas du tout de timestamp, c'est aucun problème puisque c'est click replicate qui s'en occupe et qui va générer automatiquement celui-ci et puis le suivre. Donc, pas de problème et pas de changement de ce côté-là. Vous avez un deuxième paramètre qui s'appelle latch change date, donc qui est une variable click qui pour le coup est entièrement maintenue par ClickSense également. Donc on a le timestamp du dernier chargement qui a été réalisé et qui est mis à jour sans, vous voyez, qu'il y ait de set ni rien de variable, ça se fait tout seul. Et on dit sur quelle base, en fait, sur quelle clé on veut faire ça, notamment bien sûr nécessaire pour les parties update, delete, sur quelle clé. Alors si vous avez des clés multiples, vous allez pouvoir mettre ici virgule, autre champ, etc. dans vos clés, hein, c'est une clé qui est multiple. Et ensuite, dans la même truc, dans le même, comment, même ordre de fonctionnalité, on va pouvoir rajouter le concatenate en disant bah, je concatène ça, sales order detail. Voilà. Et donc, le gros différence par rapport à avant, c'est ce que je vous avais mis dans le schéma en préambule, c'est qu'on n'a plus du tout à s'occuper des parties delete, update, etc. Tout est fait avec le merge qui va se charger comment, donc de savoir si une opération est de type delay, etc. Ben, par ce nouveau champ qui s'appelle Either Operation as Operation. Donc Operation est, vous pourrez le trouver ça dans la documentation, un code en fait qui est interprété par click dans merge en disant il regarde s'il y a insert, delete, update et il sait quoi faire de la ligne. Et donc du coup, il va lors du merge faire du delete physique du champ dans lequel il merge ou de l'update ou de l'insert simplement en append en une seule opération. Donc plus besoin de relire les bases, plus besoin donc de scanner la totalité des QVD, de faire des closeware, etc. Et donc forcément, un temps de traitement qui est sans commune mesure, vous l'avez vu dans la présentation que je vous ai faite avant, avec ce qui pouvait exister, avec les capacités classiques de n'importe quelle solution pour faire de l'incrémental. Donc là, on a quelque chose de nouveau, vraiment très très intéressant en termes de capacité, et surtout que la combinaison avec Replicate fait qu'il n'y a pas du tout à maintenir ce genre de choses. Maintenant, si vous n'avez pas Replicate, c'est tout à fait possible de faire la même chose. Il suffit pour cela d'entretenir
une table avec du type les modifications qui ont été réalisées, donc insert, delete, update, que vous qualifiez ça dans l'opération, vous trouvez ça dans la ligne, et avec un timestamp qui est la mise à jour, qui va vous suffire pour faire la même chose avec les mêmes performances, il suffit que vous ayez ça en amont. Voilà, c'est beaucoup plus simple évidemment avec Replicate, surtout en termes de fiabilité, on l'a vu, et de mode de mise à jour, mais c'est tout à fait possible de fonctionner comme ça. Voilà comment ça marche techniquement au niveau maintenant de ces nouvelles fonctionnalités et de sa capacité à faire. Donc, ce qui revient bien entendu à dire qu'on a maintenant des capacités de mise à jour qui sont extrêmement importantes, hein, et rapides et fiables. Et ça veut dire aussi qu'on est proche des besoins souvent exprimés par les utilisateurs, de dire, mais moi j'ai besoin d'avoir X mises à jour, je suis en logistique, je ne peux pas me permettre d'attendre le lendemain pour avoir des informations, j'ai besoin de ces informations mises à jour peut-être en mes entrées de commande pour mes destinations, etc., toutes les 5, 10 minutes ou peut-être moins encore, hein, tout dépend en fait d'un tas de paramètres, mais de dire je suis tranquille, donc je vais pouvoir même, bien entendu, planifier ces mises à jour et donc avoir ce type d'informations tout le temps avec, par exemple, l'heure du reload. Ici, voilà, on a un reload à cette heure-là. Et on voit d'ailleurs, pour information ici, que dans la base, vous voyez ici, la last change date, c'est la variable en fait que je vous ai montré tout à l'heure, qui se met à jour toute seule en fait, hein, donc, qui sait que la dernière mise à jour, elle a été faite, la dernière last change date de la base, c'était le 26 à 14h28. Donc il va automatiquement suivre cette heure de modification pour pouvoir faire de l'incrémental automatiquement sur les nouvelles valeurs. Alors, je reviens juste ici, hein, par rapport à ça, je pense que vous l'aviez bien compris, mais si je fais un full reload, il va revenir à la valeur d'avant, puisque full reload fait que le merge only n'est pas interprété, puisque j'ai mis only, hein. Donc si je fais un full reload, il revient, je peux le faire, hein, il revient aux valeurs initiales qu'on avait, donc de la table qui est hors table CT, et si je fais un partial reload, il va remettre juste les compléments par rapport à la fonction que je vous ai mis ici. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est maintenant de revenir sur mon SQL ici et de faire un autre, un insert, cette fois de un certain nombre de valeurs ici, hein. Donc j'insère en fait 26 lignes détail ici dans ma base, donc je vais exécuter ça. Je vais revenir dans ma partie replicate ici. Et je vois, vous voyez que le 26, j'ai à peine le temps d'y aller, il est déjà là, que les transactions sont en train de remonter. Et on va voir que la mise à jour, en fait, sur Snowflake est quasiment instantanée. Elle est faite ici. On peut retourner directement dans notre application ici et faire un partial reload, qui va intégrer la table CT, comme vous l'avez compris, dans mes explications d'avant. Et voilà, on se retrouve avec les nouvelles mises à jour, avec un nombre de commandes, ligne de commande qui a augmenté cette fois, puisqu'on avait tout à l'heure juste augmenté les quantités, là on a augmenté le nombre de lignes de commande. Voilà, et donc on voit aussi que l'heure, la date de modification de base, bien entendu, tout a changé ici, hein, par rapport à nos différentes dates, hein, et heures. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de bien comprendre que si on voulait faire, par exemple, d'autres types de mises à jour. Si, par exemple, vous utilisez cette base pour, en disant, bah, moi, je veux faire du dynamic view, hein. Vous connaissez cette fonction dynamic view qui consiste à avoir du temps réel directement par rapport à une application qui va lancer une requête par rapport aux sélections utilisateurs et mettre à jour un certain nombre d'objets directement ici. Donc, de faire un mix entre le in-memory et du direct QI. Donc cette fonctionnalité Dynamic View que j'ai déjà présentée, hein, dans la précédente vidéo, va être beaucoup plus longue et beaucoup moins performante que ce qu'on vient de voir ici. Dans le sens où elle va devoir, dans tous les cas, même si le rechargement est limité par des closeware, relire un certain nombre de valeurs et les combiner avec les valeurs existantes de QVD. Donc c'est un reload qui se fait en tâche de fond sur une autre application et qui peut prendre du temps en fonction de certain nombre de critères, hein. Vous n'avez pas à mettre toujours du compute très élevé sur, par exemple, du Snowflake ou des capacités de traitement de vos bases qui vont être très élevées. Donc vous avez des temps de réponse qui sont importants et qu'avec le partial reload ici, vous n'aurez probablement pas, sauf si vraiment vous avez des applications complexes, comme j'ai dit, et très volumineuses, où vous aurez également des temps de réponse. Mais à partir du moment où vous avez cette structure, vous avez tout intérêt plutôt à passer sur cette nouvelle fonctionnalité pour être proche pour l'utilisateur du temps réel. Et en fait, voilà, ce que ça ne remplace pas, hein, par rapport à Dynamic View, c'est que le partial reload vous charge toutes vos données en mémoire.
Donc, si vous utilisez du Dynamic View pour des très grosses volumétries, par exemple, vous êtes sur des milliards de lignes dans vos bases en amont et vous avez une application agrégée, vous allez bien entendu conserver pour le coup le Dynamic View dans le sens où vous allez requêter, quand vous allez atteindre un volume, on va dire, raisonnable de requêtes sur la base détail, par le Dynamic View. Donc c'est un autre intérêt qui peut très bien se combiner ici en disant, bah voilà, là j'ai mes dernières entrées de commande de 15h37, et quand je vais venir ici, si je, et en bas de mon écran, si par exemple j'ai des objets comme j'ai fait dans l'autre démo de partial reload, voilà, il va aller requêter physiquement les bases par une autre application avec des temps de réponse qui ne seront pas du tout les mêmes, mais qui a ramené par contre la donnée détail et qui ne va pas charger en mémoire les milliards de lignes de conception de la data, mais qui vont permettre à l'utilisateur quand même d'y avoir accès sans avoir à charger de pas, et donc du coup faire des économies importantes en termes de requêtage sur les bases, en termes de temps et bien sûr de coût si on est sur des bases de type cloud, hein. Donc voilà, un peu tout ce qu'on peut maintenant dire ici sur ce mode de fonctionnement. Voilà, donc bon, j'espère que j'ai été complet, hein. L'idée, c'était de vous montrer cette partie ici que vous voyez, donc avec les trois, y compris la partie data analytique de ClickSense, et cette nouveauté très intéressante, à mon avis, de Partial Reload. Voilà, merci de votre attention et au plaisir. Donc, prochaine session.